Bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais te montrer en même temps comment créer ton compte en ligne et par la suite remplir ta demande d'aide financière aux études en ligne. Seulement lorsque tu as un code permanent complet. Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour ceux qui n'ont pas de code permanent, qui doivent faire la demande avec le formulaire 1001. Une fois que vous avez eu votre code permanent complet, il va falloir créer votre compte en ligne et s'il y a lieu, si votre demande est acceptée, c'est dans le compte en ligne que vous devez aller chercher votre certificat de garantie et le déposer à la banque. Donc, on commence maintenant. Comment créer son compte en ligne? Première chose, vous devez aller sur le site québec.ca/éducation/aide financière aux études. Ça se présente ainsi. Vous allez tomber sur Google, vous allez tomber sur Gouvernement du Québec. Vous cliquez sur Gouvernement du Québec. Vous cliquez sur Mon dossier d'aide financière aux études. Accéder à mon dossier d'aide financière aux études. C'est la première fois, donc vous cliquez sur s'inscrire. Vous allez vous inscrire. Vous remplissez les informations, numéro d'assurance sociale, date de naissance, courriel, confirmez l'adresse courriel. Vous cliquez sur suivant. Vous allez recevoir dans votre courriel un message avec un code de validation. Vous prenez ce code de validation vous fermez pas l'autre page, vous prenez le code dans votre courriel et vous venez le remettre à cette partie, le code de validation, vous le validez. Après avoir validé, vous allez créer votre mot de passe. Donc le mot de passe, c'est 8 à 64 caractères, au moins un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial. Donc vous créez votre mot de passe, vous reconnectez avec le profil bien sûr étudiant. C'est très important à cette partie-là. Je profite en même temps pour donner l'information pour ceux et celles qui ont, par exemple, qui sont mariés ou le conjoint doit remplir une déclaration de conjoint. Il fait la même chose, mais ici, c'est pour rentrer dans son dossier parce qu'on demande au conjoint de remplir une déclaration en ligne. Donc ici, au lieu de mettre étudiant, il met conjoint. C'est le parent qui doit remplir sa déclaration. Il met ici profil parent. Donc on continue avec le profil étudiant. L'étudiant met son code permanent, le mot de passe qui a été créé précédemment. On reprend l'étape. Quand on fait suivant, on remet le mot de passe, le numéro d'assurance sociale, puisque c'est la première fois, donc le système doit emmagasiner toutes ces informations. Donc, on met le nom, le prénom et on fait soumettre. Lorsqu'on fait soumettre, à ce moment-là, on se retrouve maintenant dans le dossier en ligne. Cette première partie étant terminée, on va aller maintenant dans la seconde capsule pour remplir la demande. Comment remplir la demande? Je vous assure que, étant donné qu'on ne peut pas prendre un numéro, un code permanent pour pouvoir faire cette capsule, ce sont des captures d'écran. Donc, vous allez voir des captures d'écran, mais ça va vous donner une idée de comment vous pouvez remplir votre demande en ligne. Maintenant, la première partie, vous cliquez sur formulaire temps plein parce qu'en général, tous les étudiants qui font une demande, c'est des cours à temps plein.
à moins de situations exceptionnelles où la personne prend des cours à temps partiel, surtout à l'université, où la personne prend moins de 12 crédits. Donc, ici, c'est formulaire temps plein. Vous mettez vos informations. Puis, très important, lorsque vous cliquez sur formulaire temps plein, vous avez l'année d'attribution. Si vous êtes sur 2 années d'attribution, parce que cet exemple que je vais prendre, c'est pour les personnes qui sont à la formation professionnelle, parce que je vais insister là-dessus, c'est plus difficile pour ceux qui sont à la formation professionnelle de remplir une demande que ceux qui sont à l'université. À l'université, c'est beaucoup plus facile, au collégial, c'est beaucoup plus facile. Mais à la formation professionnelle, nombreux sont ceux qui se trompent lorsqu'ils remplissent leur demande. Ils mettent les informations dans la partie collégiale, à la partie universitaire, alors qu'ils sont à la formation professionnelle. Donc, étant donné que à la formation professionnelle, c'est la formation continue, très souvent, les gens sont sur 2 années d'attribution. La formation peut commencer par exemple en novembre 2024. Donc, ça fait l'année d'attribution 2024-2025 et la formation prend fin en 2026. Donc, 2 années d'attribution, donc 24, 25, 25, 26. Donc, c'est très important. Cette personne-là doit faire 2 demandes. Donc, il faut sélectionner la bonne année d'attribution. À partir d'ici, vous sélectionnez la bonne année d'attribution et puis vous faites votre demande. Vous cliquez sur demande d'aide financière. Vous remplissez la partie identité. Ça, tout le monde peut le faire. Les informations complémentaires. Si vous êtes citoyen canadien naturalisé ou résident permanent, assurez-vous d'avoir en main votre code immigrant et la date d'obtention du statut de résidence permanente. La section 2. La section 2, c'est la résidence au Québec. Donc, la personne met ses informations selon l'information qu'il a en sa possession. Informations complémentaires. Si vous n'avez pas de CSQ à la partie résidence au Québec, c'est très important d'aller dans le guide à partir de la page 9 pour choisir le motif le mieux adapté à votre situation. La section 3, c'est les renseignements scolaires. Comme je l'ai dit tantôt, cet exemple-là, je mets l'accent vraiment sur la formation professionnelle. Donc, il y a le A, le B, mais c'est à partir du C que ceux qui sont à la formation professionnelle doivent remplir leurs informations. Donc, le C, études à temps plein ou réputées à temps plein à la formation professionnelle ou au collégial, c'est ici, études, cheminement continu. Parce qu'au collégial, il y a le régime régulier et le régime formation continue. Donc, à cette partie-là, ceux qui sont au collégial formation continue peuvent mettre les formations, mais surtout ceux qui sont à la formation professionnelle, c'est à cette partie-là que vous devez mettre vos informations. Donc, vous mettez la date de début de votre programme, le code du programme, le code d'établissement. Le code du programme, c'est très important ici à la formation professionnelle de toujours le précéder par 0. Informations complémentaires, comme je l'ai dit, ne pas remplir la section A et B si vous êtes à la formation professionnelle. La section C pour la demande en ligne et la section 3B si la personne fait sa demande avec le formulaire 1001. Donc, de temps en temps, je fais un peu de similitude avec le formulaire 1001 pour que vous sachiez un peu la différence entre remplir le formulaire 1001 et remplir la demande en ligne. Maintenant, la section 4, c'est l'allocation pour du matériel d'appui. L'allocation pour du matériel d'appui, ici, c'est une allocation de $500 qu'on donne pour du matériel que la personne peut
prendre ou peut refuser. Donc ça, c'est à la discrétion de l'étudiant. Si l'étudiant décide de le prendre, s'il dit oui, il peut plus dire non. C'est très important. Par contre, si la personne n'est pas certaine de prendre ce montant, peut dire non. Et par la suite, s'il change d'avis, peut venir remplir une déclaration de changement pour faire réclamer ce montant. Mais ce montant-là vient augmenter la dette d'études à rembourser à la fin des études. Donc c'est très important. Ce n'est pas une obligation, c'est vraiment facultatif. Information complémentaire, donc ce montant s'ajoute à la dette d'études, comme je l'ai dit, que vous devez rembourser une fois votre formation terminée. Une fois demandé, vous ne pouvez plus l'annuler. Section 5, statut, situation de l'étudiant. Donc ici, vous devez mettre, si vous êtes marié, vous devez mettre votre état matrimonial, donc et la liste déroulante. Vous devez choisir marié, séparé, célibataire. Ici, mettre la date de début si la personne est mariée, sauf les célibataires. On n'a pas besoin de date de début célibataire, non. Donc, c'est très important de lire cette partie-là. Si la personne a une déficience fonctionnelle, vous mettez oui ou non, ça dépend. Donc, maintenant, on tombe à la partie autonomie en fonction de la situation familiale. Donc là, on cherche des critères d'autonomie pour voir si la personne est sous la contribution des parents ou sous la contribution du conjoint. Donc, les critères d'autonomie, il faut répondre selon votre situation. Ici, ça c'est les critères d'autonomie qui continuent. C'est aussi, ça c'est les critères d'autonomie en fonction des études. Ici, j'ai un diplôme de premier cycle universitaire du Québec. J'ai un diplôme de premier cycle universitaire équivalent obtenu à l'extérieur du Québec. Beaucoup se trompent à cette partie-là. Si vous avez un diplôme de votre pays d'origine, que vous n'avez pas l'évaluation comparative, tant aussi longtemps que l'évaluation comparative ne montre pas que vous avez ça correspond à un diplôme de premier cycle universitaire au Québec, c'est pas la peine de mettre oui ici. Donc, vous mettez non si vous n'avez pas l'évaluation comparative. Donc, ça, on continue. Ça, c'est aussi situation familiale particulière. Ça, c'est aussi une des questions à laquelle il faut répondre si ça s'applique à vous. Donc, je l'ai déjà expliqué dans le formulaire 10.01. Très important de faire très attention à cette partie-là. Ne tenez pas compte des dates, des années, parce que c'est des captures d'écran qui sont un peu prises sur plusieurs années. Donc, tenez pas compte des dates. Il faut toujours se situer parce que la vidéo va rester en ligne pendant plusieurs années. Donc, tenez pas compte des dates, des années qui sont là. Il faut vraiment, avec l'année qui est là, il faut voir l'année à laquelle vous écoutez la vidéo. Et en fonction de ça, vous allez voir où est-ce que vous vous situez et quelle information donner. Donc, c'est très important. Information complémentaire. Donc, ça, c'est vraiment des informations que vous pouvez lire à partir du guide, à partir de la page 9 du guide. Donc, section 6, autre programme. Donc, si vous êtes avec l'aide sociale, vous mettez oui ou bien non, ça dépend. Ici, si votre programme est financé par Emploi Québec, vous mettez la date de début, la date de fin, vous mettez oui ou non. Mais ça, c'est, si vous mettez une information ici, c'est que vous êtes couvert par un autre programme. Donc, c'est vrai, la demande va être traitée, mais ils vont vous répondre gentiment que vous êtes déjà couvert par un autre programme. Donc, si vous n'êtes pas avec un autre programme, c'est pas la peine de mettre une information ici. Donc, ça c'est, on continue. Donc, autre revenu à ne pas déclarer, c'est très important. Les montants à ne pas déclarer sont les montants versés par Retraite Québec, l'allocation canadienne pour enfants,
les prestations d'aide sociale, les indemnités reçues notamment de l'assurance automobile, les retraits de fonds de pension, les indemnités syndicales, les revenus de loyer, les gains de loterie. Ça, c'est des montants à ne pas déclarer. Donc, on continue. Ici, ça, c'est les ressources financières de l'étudiant. On demande ici les revenus gagnés durant toute l'année. Du 1er janvier, c'est toujours du 1er janvier au 31 décembre de l'année dans laquelle vous faites la demande. Donc, si vous faites la demande, je prends un exemple en novembre, donc du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, il faut vraiment marquer l'information. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait la vidéo pour l'année d'attribution 2024-2025. Donc, dépendamment de l'année d'attribution dans laquelle vous vous situez, vous devez toujours déclarer les revenus de la première année. Si c'est 2024-2025, c'est 2024 que vous déclarez. Si c'est 2025-2026, c'est 2025 que vous déclarez. Ainsi de suite, toujours la première année que vous déclarez. Et puis les autres informations, vous regardez si ça s'applique vraiment à vous, vous mettez les montants, ainsi de suite. Autres revenus, vous regardez si ça s'applique à vous, vous mettez l'information. Donc ici, comme je vous l'ai dit, déclarer ses revenus, bien déclarer, c'est payant. Si vous venez d'arriver, que vous n'avez pas encore fait de revenus dans l'année d'imposition qui est en cours, c'est très important de déclarer vos revenus gagnés dans votre pays d'origine. Très important, vous devez toujours déclarer les revenus bruts en provenance d'autres provinces ou d'un autre pays. Vous écrivez le montant en dollars canadiens. Donc ici, la section 8, c'est enfants à charge. Ceux qui ont déclaré des enfants, vous devez mettre le nom de l'enfant, le prénom, la date de naissance, le code permanent si la personne est déjà à partir du primaire. Mais si la personne est au préscolaire, à la garderie, c'est pas très important si vous n'avez pas le code permanent. Donc si la personne a un niveau préscolaire, vous n'êtes pas obligé de chercher son code permanent, ça va passer. Mais si la personne à partir du primaire jusqu'à l'université, la personne, vous devez trouver son code permanent pour le mettre, sinon vous serez bloqué à ce niveau-là. Donc la section 9, c'est la déclaration sur l'honneur. Donc vous devez revérifier votre demande et puis après ça vous mettez je déclare sous l'honneur, vous mettez oui et vous cliquez sur le bouton envoyer. Lorsque vous cliquez sur le bouton envoyer, c'est très important. Ça je reviens là-dessus. Lorsque vous cliquez sur le bouton envoyer, vous allez voir que on va vous demander des documents. Donc dans notre cas, les documents qui ont été demandés, c'est le certificat de sélection du Québec et puis la résidence permanente. Donc ici, si vous savez pas trop quel document on vous demande, cliquez sur le bouton des documents et puis vous allez voir, ça se présente ainsi. Vous voyez, ça se présente ainsi. Quand vous cliquez sur le bouton document, vous voyez tout ce qui vous est demandé et puis les précisions importantes. Donc, selon la situation, document demandé, les précisions importantes, c'est vraiment très important que vous puissiez. Et là, quand vous avez tous les documents, vous cliquez sur le bouton déposer et puis vous les déposez selon les catégories qui sont déjà préétablies. Si c'est un document que vous devez déposer vraiment sur la base volontaire, vous allez voir dans votre dossier en ligne, il y a le bouton cliquez sur la base volontaire ou le déposer aussi. Maintenant, je reviens sur cette capture là. Donc, c'est l'information très importante. Ça, c'est une information pour le formulaire 1001. Donc, c'est la section 8 du formulaire 1001. Lorsque vous remplissez dans le formulaire 1001,
il faut pas mettre vraiment la signature de façon électronique. Vous imprimez votre document et puis vous signez ça manuellement. Et puis l'adresse pour envoyer le formulaire, c'est cette adresse-là. Sur ce, je pense que j'ai fait un peu le tour de comment faire votre demande en ligne, la création du compte et puis comment remplir la demande, les 10 sections du formulaire en ligne. Donc, si vous avez des questions, juste me les poser en commentaire. Ça me fera plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt dans une autre vidéo.